L'écrivaine Chloé Corman est née en 1983 à Paris. Son premier roman, Les Hommes couleurs, paru au Seuil en 2010, a été récompensé par le prix du livre Inter et le prix Valérie Larbaud. En 2013, elle a publié, toujours au Seuil, Les Saisons de Louvre-Pleine, puis Midi en 2018 et Tu ressembles à une juive en 2020. Dans son dernier ouvrage, Les Presque Sœurs, Chloé Corman raconte l'histoire des milliers d'enfants juifs rendus orphelins par la déportation de leurs parents, séquestrés par le gouvernement de Vichy. À travers un groupe de petites filles, Mireille, Jacqueline, Henriette, André, Jeanne et Rose, menées de camps d'internement en foyer d'accueil de Bonne-la-Rolande à Paris. C'est le récit des traces concrètes de Vichy dans la France d'aujourd'hui, mais aussi celui du génie de l'enfance, du tremblement des possibles et des formes de la révolte. Chloé Corman était invitée à la librairie Ombre Blanche le 6 octobre 2022 pour une rencontre autour de ce dernier roman, Les Presque Sœurs, paru aux éditions du Seuil. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Chloé Corman et bienvenue à la librairie Ombre Blanche pour cette rencontre. Vous allez évoquer donc votre tout dernier roman, Les Presque Sœurs, publié aux éditions du Seuil. Quelques mots sur vous, vous êtes né à Paris, votre premier roman Les Hommes couleurs, c'était en 2010, déjà au Seuil, avait été récompensé par le prix du livre Inter et le prix Valérie Larbaud. En 2013, vous avez publié toujours au Seuil Les Saisons de Louvre-Pleine, puis Midi en 2018, et Tu ressembles à une juive en 2020. Et ça, c'est donc le tout dernier, Les Presque Sœurs. Alors, on va suivre le destin de ces 6 petites filles. Enfin, elles ont entre 3 et 12 ans, si je me rappelle bien, au début de l'histoire, bien sûr. On est en 1942, donc. Qu'est-ce qui a... alors, on va suivre leur destin pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne va pas en dire plus pour le moment, mais qu'est-ce qui a déclenché... Est-ce que ça serait votre sœur, si je vous ai bien lu, parce que le roman s'ouvre, en fait, vous parlez de votre sœur, donc il est dédié à la mémoire de Mireille, Jacqueline et Henriette Corman, qui sont les 3 petites Corman, vos petites cousines, en fait. Et à votre sœur Esther, il y a aussi donc l'autre famille évoquée dans le livre, qui est ces 3 petites filles qui sont André, Jeanne et Rose Kaminski, qui sont donc les presque sœurs, ce qui donne le titre au roman. Roman qui s'ouvre à Montargis, parce qu'on verra que les lieux sont, à mon avis, si je vous ai bien lu, très importants dans le roman. C'est vraiment une traversée à la fois de Montargis et de lieux parisiens dont on va évoquer, du camp de Beaune-la-Rolande également, enfin on va en parler. Est-ce que c'est votre sœur Esther qui serait un petit peu à l'origine de l'idée d'écrire le livre, puisque vous en parlez au début, je crois qu'elle va frapper à la porte de quelqu'un, je ne veux pas en dire plus, ça c'est le début du roman. Est-ce que cette plongée finalement dans cette histoire familiale a-t-elle été déclenchée par votre rapport à votre sœur Esther, que vous évoquez dans le livre, qui est très différent de vous, vous dites à un moment donné. Voilà, je voudrais savoir un petit peu quel a été le déclencheur de ce magnifique roman, que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'il est très émouvant, et il est très ancré dans le présent également aussi. Et ça, j'en parle, on en parlera, donc ça c'est important de le signaler. Voilà, Chloé Corman, Les Presque Sœurs. Bonsoir et merci d'être là. Alors récemment, j'étais dans une librairie à Paris, en présence de ma sœur, et à la fin de l'entretien, le libraire s'est tourné vers elle, parce que évidemment je l'avais présentée, et lui a demandé si, en me remettant le mémoire qu'elle avait écrit sur nos petites cousines et les archives qu'elle avait rassemblées, elle avait pensé si elle m'avait demandé d'écrire un roman. Et elle a répondu, je peux vous dire donc sa réponse, qui était que non, sur le coup, je n'y avais pas pensé, mais rétrospectivement, ça me paraît clair. Voilà. Je pense que ça reflète bien une expérience qui est très importante et chaleureuse pour moi dans le fait d'écrire. Je pense que quand je parle à des personnes, que ce soit dans le cadre d'une enquête, quand c'est moi qui vais au-devant de certaines personnes pour leur demander de me parler de certaines expériences, pour informer mes livres, ou bien des conversations spontanées, je crois que le fait d'être écrivaine, ça donne envie aux gens de parler pour voir quelque chose se transformer, être dit autrement, ailleurs. Voilà.
Donc, est-ce que c'est à l'origine du geste de ma sœur? Je ne sais pas. Je pense que le tout début de ça, c'est pour elle une envie d'en savoir plus sur l'histoire de nos petites cousines, des cousines germaines de mon père assassinées en 1944. Ça, c'est une chose qui n'était pas cachée, qu'on savait. Et ce qui a été une origine aussi du livre, c'est que ma sœur, en rassemblant des papiers, en essayant de savoir ce qu'elle pouvait à propos de ces petites filles déportées, mortes à Auschwitz, en fait, en commençant des recherches, et ça aussi c'est le début de l'écriture, de témoignages dans les archives, dans les travaux des associations, de commémoration, partout où elle allait, elle trouvait que le nom Corman de nos petites cousines, je repréciserai un peu la généalogie, était toujours associé à un autre nom, le nom Kaminski, de vieilles dames qui témoignaient, qui étaient bien vivantes et qui avaient très à cœur, semble-t-il, chaque fois que l'occasion s'en présentait, de venir parler des petites Corman qu'elles avaient bien connues. Et aussi des petites filles que elles, les Kaminski, avaient été au moment où elles avaient connu les petites Corman. Et elle s'est dit, mais elle a voulu se renseigner sur ces sœurs Kaminski. Et donc, le début de tout ça, c'est qu'elle s'est rendue compte que la plus jeune habitait l'immeuble en face de chez elle. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Et ce que ça a mis en mouvement, c'était la voix vivante de ces vieilles dames. C'est très émouvant comment elles convoquaient ces souvenirs de petites filles, de qui elles avaient été, elles, ces vieilles dames, et nos cousines qui sont restées pour toujours des petites filles, et ce groupe de petites filles qu'elles ont été. Et donc, tout d'un coup, c'était, au lieu de suivre les archives, on était devant ces sœurs vivantes, avec leurs souvenirs d'enfance. Et oui, ça m'a donné envie, voilà. Et aussi, le nom qu'elles se sont donné. Cette idée que dans la détresse, au milieu du fait d'être complètement, par la force des choses, abandonnées, oui, leurs parents assassinés, elles sont seules au monde, elles se retrouvent dans une prison. Et comme tu l'as dit, elles ont entre 2 et 12 ans. Et elles, très immédiatement, elles disent, elles se connaissaient déjà un petit peu des jeux. La rafle qui les réunit a lieu dans une petite ville qui s'appelle Montargis, dans le sens de la France. Donc elles se connaissaient des jeux des gamins du coin. Mais pas beaucoup. Et leurs parents se fréquentaient un peu, mais pas beaucoup plus. Et de ce séjour en prison, elles décident de se baptiser les presque sœurs. On est les presque sœurs. Et ça, c'était beau aussi, ce geste de prendre une décision pour elles-mêmes sur comment elles se nomment, comment elles se regardent les unes les autres, de cette décision de se nommer dans un quotidien où on les trimballe, on les manipule, on les laisse décider de rien.
vais me permettre peut-être de lire le tout début peut-être du texte. Donc on est à Montargis, donc c'est le premier chapitre, Montargis. Certaines histoires sont comme des forêts. Le but est d'en sortir. D'autres peuvent servir à atteindre des îles, des ailleurs. Qu'elles soient barques ou forêts, elles sont faites du même bois. Je ne sais pas de quelle sorte est celle qui commence ici. Un jour, ma sœur a sonné à la porte d'un immeuble qui se trouve juste en face de chez elle, à Paris. Une voix de femme lui a répondu. Ma sœur a prononcé son nom dans l'interphone et sans rien demander de plus, la femme lui a dit « Montez ». L'immeuble s'ouvre par un portail en métal forgé, sous un visage en pierre ailé et barbu. L'adresse est dans les pages blanches. Ma sœur s'attendait à toutes sortes d'embûches pour la trouver, mais il n'y en eut aucune. Elle est revenue souvent. Elle voulait savoir tout ce qu'elle pourrait sur les 3 petites filles. Et bien que la femme les ait connues il y a très longtemps, elle était d'accord pour lui en parler. Avant cela, de notre côté, nous en savions si peu. Nous connaissions seulement la fin. Mais en allant la voir, dans cet immeuble à quelques mètres de chez elle, dans sa rue, ma sœur a réussi à lier entre elles les rares choses que notre famille possédait, des photographies, des lettres, puis d'autres choses qu'elle a trouvées plus tard, les actes de naissance et les registres d'incarcération successives, tout ce qu'elle a pu réunir en un récit qu'elle a écrit et qu'elle m'a confié. C'est pour ça que je posais la question du déclenchement. Donc ça commence à Montargis, si je puis dire. Vous avez dit en fait à un moment donné, quand je vous écoutais, Chloé Corman, que le fait de retrouver des survivantes, enfin, des personnes qui sont là, comme André, donc, là, qui a 91 ans, je crois, qui est l'une des Kaminski, qui est très présente dans le livre, ouais. Qui est l'aînée, voilà. Est-ce que justement, cette idée d'avoir comme ça des retours directs, le fait qu'elle parle, qu'à un moment donné, il y a des passages très émouvants où elle évoque un peu son enfance, comme vous avez très bien dit, est-ce que c'est ça qui, du coup, donne à ce livre aussi cet ancrage dans le présent? Parce que je disais d'entrée de jeu que moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que à la fois, il y a l'évocation très documentée de cette période, 42 à 44, mais en même temps, c'est un roman très ancré dans le présent, où vous vous racontez vous-même, vous rencontrez, vous allez sur les lieux, vous menez une enquête, vous parlez de vous, vous parlez à un moment de la naissance de Raphaël, cet enfant qui est né en janvier 2021, et donc ça donne au livre cette force, je trouve, cette originalité d'être à la fois dans le passé, dans l'émotion, dans tout ce qui évidemment à traverser cette famille, mais aussi d'être totalement ancré dans le présent et de regarder aussi le présent tel qu'il est, dans le bonheur, dans la redécouverte de ces lieux aussi. Est-ce que c'est ça que vous souhaitiez peut-être faire, Chloé Corman, en écrivant ce roman, qui est très original de cette manière? C'est très important ce que vous dites par rapport à moi, à mon intention en écrivant ce livre. J'avais envie d'être proche de ces petites filles, mais j'avais aussi une limite qui était, par exemple, je voulais faire ressentir des choses qu'elles ressentaient ou leur façon d'imaginer, de se représenter les choses, mais je voulais pas non plus usurper leurs sentiments. Je pensais pas tout à fait pouvoir me mettre à leur place. Et puis ce qui m'importait au fond, c'était de faire sentir l'intensité, mais de faire sentir ce qui est scandaleux quand on rapporte des faits pareils, c'est une espèce de glaciation du passé. Quand on voit les choses en bloc, voilà, des petites filles déportées, les enfants déportés, une sorte de réalité découpée comme ça. Mais ce qui m'importait, c'était de montrer que le passé, ça a été du présent. De montrer comment ça tremble, comment on est dans l'incertitude. Donc, et c'était important parce que 3 sont assassinés et 3 s'échappent. D'autres enfants se sont échappés. Et petit à petit, plus je comprenais la réalité de cette nasse des enfants juifs, de la façon dont elle les a contrôlés, raflés, c'est quasiment impossible. Mais
elles se sont produites. Et pour ça aussi, il faut du présent qui tremble. Quand on regarde les archives, on voit les choses par la fin. On voit la déportation, la mort. Mais c'est que au niveau du présent, quand on est au ras des choses et qu'on voit pas trop la suite, qu'on peut imaginer une chose pareille, d'être une petite fille de 7 ans, une petite fille de 10 ans ou même de 12 ans, et se dire « je vais sortir de là ». Il faut de l'incertitude, sinon on n'y arrive pas. Donc j'ai voulu rendre présent, voilà. J'ai raconté qu'est-ce que c'est qu'un événement, qu'est-ce que c'est que le présent, et essayer de faire sentir que le passé, ça a été du présent. Donc pour ça, j'ai raconté aussi mon enquête. Et alors, ça n'a rien à voir comme gravité, mais il y a eu des faits collectifs qui m'ont concernée et qui montraient bien comment, certains moments, on ne maîtrise pas du tout ce qu'on avait prévu. Toute une société peut être complètement... Voilà. Donc, c'est comme ça que je raconte. Mon enquête, elle est immédiatement arrêtée par l'épidémie de Covid. Parce que je venais de commencer et je devais commencer les entretiens avec les vieilles dames. Alors, bon, les face-à-face avec des femmes de 90 ans en plein Covid, c'était quand même pas idéal. Et donc, j'ai attendu. Et après, y a eu l'attente de Raphaël et puis son arrivée où, effectivement, dans les premiers mois, je ne me suis pas empressée de me remettre à écrire une histoire d'enfant déporté en accueillant mon petit bébé. Voilà des choses qui montraient l'incertitude du présent et que je pouvais partager avec ce passé. Mais voilà, c'était donner au passé son poids de présent. C'est ça que j'ai essayé de faire. Je parlais de l'importance des lieux. C'est vrai que Montargis, qui ouvre le roman, là vous dites « je », vous avez pris le choix de vous exprimer à la première personne. Peut-être vous lire un passage, Chloé Corman. Vous choisissez le passage que vous voulez, bien évidemment, mais je crois que je suis arrivé à Montargis, par exemple. Il y en a plein, de toute façon, j'en ai relevé. Je suis arrivée à Montargis le 9 octobre 2019. Il y avait une bruine froide dont on ne savait si elle tombait du ciel ou s'élevaient des canaux qui s'étendent partout dans les rues. Dans le train, j'avais relu les 6 lettres de Mireille dont les mots, une fois de plus, bien que tracés devant mes yeux, m'avaient paru inaudibles, comme s'ils avaient été frappés par un maillet contre un ballot de tissu, criés sous un bâillon. En arrivant, j'ai photographié les alentours de la ville, puis la ville elle-même, à différentes échelles. Les entrepôts et les usines de la périphérie, les bâtiments en briques et fer forgé de la belle époque, le centre avec ses maisons à colombage et l'église gothique. Puis des choses à hauteur d'enfant, les bords herbeux du loin recueillant des feuilles mortes, des papiers gras. Je me suis rappelé en faisant ça ce qu'avait été ma vision à cet âge, quand on se fascine pour des petites choses en mouvement, insectes brindilles, dont les formes arbitraires semblent cacher des signes, les flaques de boue, et sur des murets de pierre, les mousses aux contours fantaisistes, velues et craquelées comme des planètes. Le train vous dépose place Deng Xiaoping. Sur le parvis de la gare, je suis accueillie par un groupe d'étudiants chinois gravés dans le bronze et par le panneau d'hommage à Deng. Celui-ci est venu à l'âge de 20 ans pour fabriquer des semelles en caoutchouc à l'usine Hutchinson du quartier de Vézine, dans le sillage d'autres étudiants du mouvement Travail-Études, qui permit à près de 4000 jeunes gens chinois, garçons et filles, de venir séjourner en France entre 1912 et 1927. Ceux qui avaient pris le chemin de Montargis apprenaient la grammaire auprès du professeur Chapeau et la culture française au cours de Madame Dumont. On trouve dans le centre-ville l'immeuble où ils avaient leur turne. Mais ce qui n'était pas prévu dans cette escapade collective est leur découverte de la pensée socialiste qui circule elle aussi dans les parages,
de sorte que cette ville aux mœurs endormies n'est rien de moins que le berceau de la révolution chinoise. À l'usine Hutchinson, près de la moitié des ouvriers sont russes ou ukrainiens. Deng se frotte aux syndicalistes qui lui font lire les œuvres de Karl Marx, ce qui le démotive assez vite du banc de montage et le fait renvoyer par le contremaître. Il rejoint ensuite son camarade Zhou Enlai dans le 13e arrondissement de Paris pour élaborer avec lui l'idéologie du communisme chinois. Resté à Montargis, Cai Ezen et sa compagne Xiang Xingju choisissent un des séquoias du jardin d'Urzy pour rassembler leurs compatriotes et exposer leur thèse pour sauver la Chine et le monde, avant de rédiger un courrier appelant à la naissance du Parti communiste chinois. Voilà. C'est un passage que je n'aurais jamais choisi au hasard. Je trouve ça très intéressant parce que ça montre aussi, tout le roman n'est pas comme ça, bien évidemment, mais vous allez découvrir, j'imagine, voilà, ce rapport avec Deng Xiaoping, avec la Chine, Montargis, oui. C'est totalement inattendu. C'est inattendu. Et ce qui est important, c'est ce rapport de cette ville qui semble très reculée, loin de tout. Et en fait, cette présence chinoise donne un premier élément sur le drame qui va s'ancrer. Parce que, en fait, il y a des usines, en fait, il y a des ouvriers étrangers. Et en fait, en juillet 1942, il y a des ingénieurs étrangers juifs qui s'occupent de ces usines et donc qui vont être les premières proies des rafles. Voilà. C'est aussi ça, c'est ce contexte-là qui se compose. Les usines, la présence du monde dans cette toute petite ville. Voilà. Et de ces premières victimes, qui, on le sait, c'était une espèce d'endormissement de l'attention collective. On s'en est pris aux hommes étrangers pendant jusque la bascule de juillet 1942. Voilà. Cette rafle du 9 octobre 1942, qui était cette rafle... Enfin, ça, c'est après. Les enfants, c'est après, oui. Oui. Ouais. Et vous allez aussi dans la cour de la prison à Montargis aussi voir les choses. Et donc ça, je dis que le livre est vraiment... rythmé par les lieux, si je puis dire. Vous avez cité le mot d'enquête tout à l'heure, Chloé Corman, j'imagine que vous le revendiquez, mais c'est pas que ça, c'est aussi c'est un roman, il faut bien y insister, parce que ce qui est très réussi dans le roman aussi, c'est en effet, par moments, on est dans l'enquête, vous allez sur place, il y a le travail aussi, on l'a un peu compris, de documentation, de recherche, on apprend énormément de choses sur l'époque, on en apprend encore sur l'époque, et parallèlement, on a aussi... À des moments donnés, vous êtes romancière, c'est-à-dire que vous êtes forcément, vous imaginez, vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas évidemment vérifier. Donc c'est aussi se remettre, comme vous l'avez dit, un peu dans la peau des petites filles, c'est pas toujours évident, mais d'essayer d'imaginer ce qu'elles lisaient peut-être à l'époque, comment elles ressentaient les choses, voilà, et donc d'imaginer des scènes aussi, on en parlera dans des centres d'internement après à Paris, où il y a plusieurs lieux dans la région parisienne, dans Paris même. Et il y a ce travail de romancière qui est très présente aussi, j'y insiste, parce qu'on pourrait, si on n'a pas lu le livre, on peut penser peut-être que c'est uniquement un roman historique, pas du tout, c'est un travail aussi de romancière avec l'imagination aussi au premier plan. C'est peut-être aussi ma part de complicité avec les enfants. Alors non pas que les adultes soient privés d'imagination, mais elle est peut-être moins disponible et exprimée dans leur vie. Et ça m'importait d'avoir un langage proche, donc c'est pour ça qu'il y a des chansons, c'est pour ça qu'il y a des scènes plus rêvées, enfin qui ont une facture assez réelle. Et d'ailleurs, les choses imaginées, c'était pas du tout... je pense avoir toujours bien marqué le fait que je veux pas faire passer pour vrai des choses imaginaires. C'est juste qu'il y a des endroits où je ne sais pas ce qui s'est passé et j'imagine
telle scène, et notamment tout ce qui a trait à la relation entre les 6 petites filles et leur jeu. J'ai compris que... Alors, d'abord, c'était aussi me démarquer du caractère oppressant des archives et des documents. On le sait, le génocide, il a été administré de façon quasiment, enfin avec une espèce de rigueur maniaque. Donc, concernant ces 6 petites filles, j'ai eu entre les mains la liste avec leur entrée au commissariat de Montargis, ensuite leur entrée au camp de Bonne-la-Rolande, et puis les différents foyers successifs dans Paris où elles ont été ballottées, etc. Alors tout ça, on peut me le mettre bout à bout, et c'est complètement oppressant en fait de raconter une histoire d'enfant comme ça en suivant les archives. Je voulais raconter autre chose, quelque chose qui soit plus digne de l'enfance. Et voilà, j'ai su que c'était la forme que je cherchais quand j'ai raconté la scène où Mireille, donc l'aînée des petites Corman, se retrouve... son père est sans emploi, enfin il a été rendu sans emploi par les lois anti-juives. Et les Corman, donc les parents des petites Corman, c'est donc le frère de mon grand-père et sa femme, ils sont horlogers, mais sans activité, contraints et forcés. Oui. Mais j'ai imaginé comme ça, c'était peut-être... c'était aussi des souvenirs de ma relation avec mon père, petite fille, qu'à un moment, le père de Mireille est convoqué pour réparer l'horloge de la gare de Pithiviers. Donc c'est le cadre, c'était une allégorie de ce système pervers qu'on sait sur les Juifs mis au service de la déportation des Juifs dans le dispositif concentrationnaire et plus largement dans l'administration en France avec l'UGIF, enfin toute l'administration de la mort des Juifs confiée à des Juifs. Donc j'ai imaginé que le père, on lui demande d'aller réparer l'horloge de la gare d'où on va déporter. Et puis il y a une espèce de bon, alors il va faire ça, il sait pas à quoi ça va servir, et puis il décide d'embarquer pour la journée sa fille aînée. Bon, c'est un moment de balade, voilà, hors des soucis. Et puis ce lieu, j'étais allée voir la gare et l'envers d'une horloge. C'est lunaire, c'est tellement beau. Je me suis dit, un père et sa fille dans l'envers de l'horloge en train de... Voilà. Mais j'ai su que là, c'était la forme que je voulais. C'est-à-dire, c'était imaginé, mais ça se mettait entre les faits, sans les contredire ni les contrefaire. Mais c'était pour aussi raconter la vie et puis l'amour d'un père et d'une fille avant d'être séparés. Il y a un autre passage peut-être ça me fait penser ainsi à un autre passage où que vous êtes aux archives au CERCIL, c'est le centre de recherche justement de documentaires du Loiret sur les camps. Le documentaliste qui est présent vous apporte des documents, je me souviens des lettres, des photos, enfin je vois. Et également, à un moment donné, il vous dit tiens, il y a aussi une boîte, et en fait cette boîte c'est une dinette d'enfants. Donc ça, c'est peut-être aussi un magnifique passage aussi. Enfin, ça, vous pourriez, oui. Je sais en résonance un peu ce que vous venez de dire par rapport à la gare de Pithiviers. Finalement, le documentaliste qui m'accompagne depuis tout à l'heure se lève pour aller chercher encore quelque chose qui est là-bas derrière dans la réserve. Je lève les yeux et considère sa silhouette qui se déplie, tout adapté à sa fonction. Gilet reporter beige plein de poches et de clés, de stylos,
sur un pull en tricot qui semble l'uniforme idéal pour le froid des rayonnages les plus reculés, et de gros verres de lunettes. Il quitte la table, revient, et je me concentre à présent sur ce que ses longues mains posent devant moi. C'est une boîte en plastique du genre Tupperware, propre et étanche, aux parois tapissées de papier de soie blanc. Jeanne a apporté ça l'an dernier. C'était resté chez Madame Mourgue. Il entreprend de soulever le couvercle étanche et le place à côté de la boîte, et je me mets à regarder sans comprendre les petits objets qui passent entre ses doigts, isolés les uns des autres par d'autres papiers de soie, et qu'il dépose avec délicatesse sur la table, tout en restant debout, voûté comme s'il évitait de s'asseoir et d'entrer dans mon champ de vision, sauf ses mains. Puis, l'homme déballe un à un les papiers et met leur contenu devant moi. Là, il y a une assiette ronde, et là une autre. Puis une troisième, évidemment. N'était-elle pas 3 ? C'est la dînette de Mireille. Il y a aussi 3 plats de forme ovale, tout aussi minuscules, disons pour servir les entrées, et un plus grand, peut-être pour le plat de résistance. Je dis « disons » et peut-être car cet équipement dénote un savoir-vivre très supérieur au mien, au temps où les petites filles avaient une éducation domestique bien plus approfondie. Pour finir, il y a un tout petit plat un peu carré, on pourrait y mettre un dessert. Un gâteau ? Chaque pièce est délicate et paraît à peine moins fragile que le papier qui est en dessous. Chacune bordée d'un trait de peinture argentée et peinte d'une fleur qui n'est pas centrée, une rose sur un bord, un chardon, un bleuet. Je contemple les 8 petites pièces. Aucune n'est plus grande qu'un demi-stylo à billes. C'est étrange de considérer cette époque où les enfants possédaient des jouets qui étaient des reproductions en miniature des objets des adultes. Cette dînette ne ressemble en rien à celle de mon fils, qui est composée d'un méli-mélo de tomates, fruits variés, poulets rôtis et assiettes en plastique que l'on balance à la fin de la journée dans sa grosse boîte, également en plastique. Elle ne ressemble en rien à celle d'Ulysse, et pourtant c'est une dînette, comme il en possède une, lui aussi. La plus jeune des 3 sœurs, à l'âge où elle a été forcée d'abandonner ce jouet, n'avait qu'un an de plus que lui. Elles y ont joué d'une façon qui m'est possible de me représenter. D'ailleurs, assis à une même table, tous ces enfants ne verraient sans doute pas de différence entre la faïence, l'or massif et le plastique polymère. Cela leur serait largement égal. Ou bien s'ils s'y intéressaient, ce serait pour leur qualité sonore quand on les cogne. La faïence pourrait avoir un avantage de ce point de vue. Je sais aussi qu'ils seraient tous sensibles aux petites dimensions de ces choses. Mon fils est toujours content quand il peut s'asseoir devant une table à sa taille, sur une chaise à sa hauteur, d'où il peut monter et descendre seul. Il est sensible aux objets qui sont faits à la mesure de sa main, qu'il peut tenir ou porter sans difficulté. Je ne sais pas comment se sont déroulées les journées qui ont suivi le départ des filles. Au bout de combien de temps Madame Mourgue restait à s'occuper du bébé Madeleine et à gérer son magasin de demi-juives, à ranger ce qu'il subsistait des petites Corman qui avaient passé ces quelques mois avec elle. Mais la dînette est demeurée intacte. Elle a été stockée un jour dans du papier de soie, puis posée sur une pile de documents tamponnés par des sous-préfectures et déballée au bout des doigts rougis d'un gardien des archives. Ce jour de bruine automnale, les 8 pièces semblent prêtes à dériver comme des barques sur la Loire, avec ces papiers pour leur faire des fines voiles blanches. Elles témoignent d'un monde où les jouets des enfants, vaisselle ou voiture, déguisements, de même que les événements qui leur arrivent, sont moins séparés de ceux des adultes. Je lui ai dit que j'avais vu, et le documentaliste a remis chaque pièce dans son cocon de soie. Il les a replacées dans la boîte transparente étiquetée « Dînette enfant Corman, dépôt Jeanne Kaminski ».
Puis il a rapporté ce jouet dans la réserve, comme dans un caveau, ou comme dans ces musées des nécropoles anciennes, sous les vitrines où l'on voit de multiples animaux de basse-cour, des personnages tout petits en terre cuite ou en bronze, et marqués « Tombe d'enfant, mobilier de la tombe ». Ça, c'est la fin de la partie consacrée, intitulée Beaune-la-Rolande. Oui. Cette idée de ça, parce que en fait, le livre est construit, la première partie Montargis, ensuite la deuxième, c'est Beaune-la-Rolande. Dans l'ordre, en fait, des internements des enfants. Ouais. Voilà. Et en fait, je parlais de l'importance des lieux. Ça a été quelque chose le fait d'aller sur les lieux, justement, d'en parler, de témoigner, d'enquêter. Vous écriviez dans la foulée, si je puis dire, ou est-ce que vous laissiez reposer peut-être les choses et ensuite, on a le sentiment parfois que c'est écrit. En fait, c'est deux lignes qui ont couru l'une à côté de l'autre, l'enquête et l'écriture, avec parfois des phases où je faisais que aller sur les lieux, et d'autres où je faisais que écrire, et d'autres où je faisais les deux. Mais ça a été ma démarche d'aller lever un par un ces lieux dont j'avais l'impression, à certains égards, qu'ils étaient cachés. Alors pas cachés comme... il n'y avait pas de dispositif intentionnel, mais c'est l'expérience d'un lieu qui m'a fait prendre conscience que la Shoah en France était mal su. Et quand on dit que quelque chose a... Enfin, si on veut parler de la réalité de quelque chose, on a cette expression de dire que ça a eu lieu. Voilà. Et donc, c'était important d'aller décrire où s'était passé ce temps de la réclusion, de la séquestration de ces milliers d'enfants. Et donc, oui, l'expérience inaugurale, ça a été quand j'écrivais, c'était en 2000, le roman est paru en 2013. J'ai fait un roman qui se passe en Seine-Saint-Denis, Les Saisons de Louvre-Pleine. Et c'est en enquêtant pour ce roman que j'ai mis les pieds pour la première fois à ce qu'on appelle Drancy, et plus précisément la Cité de la Muette, c'est-à-dire le lieu où 70 000 Juifs ont été enfermés avant d'être déportés. Et ça m'a choquée sur le coup, parce que je me suis rendu compte que quand on disait la Shoah en France, en fait, je ne voyais pas la Shoah en France. Je voyais... et pourtant, j'ai vu l'histoire familiale, j'avais été quand même élevée dans un certain savoir de ces événements, mais quand on me disait la déportation des Juifs, je voyais les rails, l'arrivée, le portail d'Auschwitz. Je ne voyais pas la Cité de la Muette qui est, je ne le soupçonnais pas, la première cité HLM qui a été construite en France, qui est restée inhabitée, a été détournée pour en faire le lieu de séquestration des Juifs avant leur assassinat. Et ça, c'était quand même un peu les méfaits de Vichy qui se perpétuaient, cette ignorance-là. Parce que, en fait, le crime de déportation, ça a été arracher les gens à leur lieu de vie pour les faire mourir à des milliers de kilomètres. Là où aucune personne de leur vie ne serait témoin, ne pourrait intervenir, ne pourrait voir. Et on continue de ne pas voir. Voilà. Alors, il y a des lieux qui ont disparu. Récemment, il y a eu, au Mémorial de la Shoah, il y a eu une exposition sidérante de dessins de Cabu sur le Veldiv. Et c'est aussi une espèce de miracle de l'enfance. Parce que, comme le camp de Beaune-la-Rolande, qui a été rasé, on sait que le Veldiv a été rasé. Mais Cabu a dessiné la rafle parce que quand il était petit, il a reçu un prix de cyclisme dans le lieu du Veldiv, encore debout.
S'il le raconte dans les... Voilà. Après, ça a disparu. Mais tout d'un coup, en lisant des témoignages sur la rafle, il est allé... Ça a ressurgi de sa mémoire d'enfant. Et c'est totalement... C'est oppressant. Cette ellipse-là qui se referme sur les gens, cette expo est... Voilà. Mais donc ça, l'importance des lieux. Et après, c'était une façon de matérialiser le temps, parce que il y avait comme une perspective. Comme je vous disais, en fait, le destin de ces petites filles, c'était... Alors, dans les familles, si des choses ne sont pas dites, ça peut être aussi à cause du deuil et du chagrin. Donc, ce n'est pas des choses qui étaient cachées, mais on n'en parlait pas. Les cousines de mon père, il est né en 1946, donc 2 ans après la mort de ses petites cousines. Et son père n'en parlait pas. Et il y a des choses qui étaient dites, mais c'était comme une perspective écrasée. Par exemple, mon père a toujours dit, elles sont mortes en juillet 1944. C'est les convois de l'acharnement, parce que c'est 6 semaines ou presque 8 semaines après le débarquement. Donc, qu'il y ait pu avoir encore des convois, c'est quasiment inconcevable. Donc ça, je l'avais. Mais pourtant, j'avais l'impression que les petites étaient mortes en même temps que leurs parents. Et en fait, c'est ça toute l'enquête avec ma sœur. Et c'est ça aussi l'enjeu de montrer les lieux. C'est de remettre les choses, de les réétaler. Et en fait, ce que j'ai compris, moi, en enquêtant, et que s'il y a quelque chose que je peux essayer de donner à savoir, mais pas seul, parce qu'il faut beaucoup de gens pour le dire, c'est que entre juillet 42, c'est-à-dire la mort des parents de ces petites filles, et juillet 44, donc pendant 2 ans, le gouvernement de Vichy a organisé la séquestration des enfants juifs avec un système qui combinait la dissimulation vis-à-vis... Parce que après le Veldiv, il a fallu un peu ralentir vis-à-vis de la réaction de l'opinion publique française. Donc, ralentir la déportation massive des enfants, mais consentir tout de même au système de la déportation. Donc, il y avait même un nom administratif. On les a appelés les enfants bloqués, les enfants consignés. Ils étaient dans des orphelinats. Alors, c'est le système même qui les avait fait orphelins, qui les mettait dans des orphelinats. Et ensuite, leur nom, donc c'est ces 6 petites filles comme d'autres, étaient donnés aux préfectures. Et quand il y avait un convoi, c'était 1000 personnes à peu près. S'il manquait, voilà. Donc, il y avait des rafles dans ces orphelinats parisiens. Ça a duré 2 ans. Et c'est pour ça aussi que je suis allée voir les lieux, pour montrer comment ce système-là s'est déployé et s'est organisé matériellement pendant si longtemps. C'est quelque chose que je connaissais absolument. Enfin, moi non plus. J'avais jamais entendu parler. Ouais. Enfin, c'est vraiment c'est un chapitre la dernière partie du livre, hein. Paris, banlieue. La suite, c'est Paris et sa banlieue, la ville où je suis né et où je vis. L'histoire des internements des 6 filles est sous mes yeux depuis toujours, étalée devant moi comme une lettre volée. Je connais ces rues, je suis déjà entré ici. Et même quand je ne connais pas ces endroits, j'ai pu passer sans le savoir, juste sous leurs fenêtres. Ou bien ils me sont familiers sans que je les ai même vus à cause de l'effet de miroir intérieur des grandes villes qui les font ressembler à elles-mêmes, de quartier en quartier, d'une rue ou d'un immeuble à l'autre. Certains des anciens centres me sont connus, au point d'être d'une insignifiance extraordinaire, d'une transparence trompeuse. Au fil de mes déménagements, de mes études, au gré des amitiés ou des nécessités du travail, j'ai marché à quelques mètres seulement. Par exemple, le foyer Vauquelin, le dernier où André a séjourné. J'ai vécu pendant 2 ans à 100 mètres de là. Et jamais pourtant, je n'avais tourné le coin de cette rue. Parfois, les flâneries, les rendez-vous m'ont fait passer tout près de leurs silhouettes, sans les croiser exactement, comme si ma trajectoire avait été dessinée par un témoin très informé
mais aveugle. La dislocation des familles juives a obligé l'État français à organiser des services d'accueil des orphelins qui seraient tout autant des lieux de surveillance. Cette mission a été confiée à l'Union générale des Israélites de France, UGIF, la structure créée dans le cadre des lois anti-juives pour mettre la population juive sous contrôle. Je lis les noms des centres et la numérotation attribuée par l'organisation. Lamarck, centre numéro 28, Guy Patin, numéro 30, Vauquelin, à la fois cantine numéro 46 et home de jeunes filles, numéro 21. Neuilly, la maison Marguerite, numéro 40. Louvciennes, centre numéro 56 et Saint-Mandé, numéro 64. Je reconnais les quartiers, je relie entre elles les rues et les stations de métro au sein de ce réseau où tous les enfants étaient répertoriés auprès des Allemands et où ils puisaient pour des déportations, pour reprendre les mots d'André. Les services pour enfants de l'UGIF, foyers, asiles, homes, comme on dit à l'époque, en auront vu passer plus de 3000, peut-être 3500, entre août 42 et juillet 44. Sur cette période, près de la moitié sont morts en déportation. Pour comprendre cela, il faut inscrire un dernier point dans le nord de la carte. La cité de la Meute à Drancy pourvoit les foyers de l'UGIF de la même façon que les autres camps d'internement, avec les enfants qu'elle a rendus orphelins et qu'elle met en attente. La Meute est juste au bord de Paris. Pourtant, les enfants qui en arrivent, affamés et pouilleux, semblent revenir de très loin. Ils n'en sortent que si leurs noms restent consignés là-bas sur des listes et peuvent servir à tout moment à compléter les convois. Ils en sont relâchés, mais pas beaucoup plus que si on leur avait coupé une main pour être sûr qu'ils reviennent la chercher. C'est assez particulier en plus ces centres d'internement parce que on le voit très bien, on le comprend dans le roman, ils ont parfois le droit quand même de sortir. C'est un statut totalement, je ne sais pas comment dire. C'est un système complètement pervers en fait. Enfin, oui, voilà. Et ça aussi, ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre ce système parce qu'effectivement, ces milliers d'enfants qui passent par là. Ils sont donc plus ou moins bien traités. Je sais que ils arrivent tous par un foyer qui est au nord de Paris, à Montmartre, le centre Lamarck. Et ensuite, donc selon les périodes, à Lamarck, il y avait des pénuries. Enfin, ils étaient mal nourris à certaines périodes. Après, ils arrivent dans certains foyers où ils sont mieux traités. Ils mangent. Ils sont scolarisés. Souvent, ils reprennent une scolarité normale qui était parfois interrompue par le camp. Oui, parce que c'est comme ça qu'on les bloque. Ils sont raflés. Ils passent par Drancy. Où ils passent par Beaune-la-Rolande, ils passent par les camps, et on les relâche, mais à n'importe quand, ils peuvent être repris. Donc déjà, ça, c'est étrange. Et puis, il y a les allées-venues. Par exemple, il y a une dentiste où ils peuvent aller se faire examiner. Il y a un système de parrain-marraine donc, qui se déclarent auprès des foyers pour accueillir des enfants juifs le dimanche, pour qu'ils aient un peu de loisirs. Mais en fait, ces enfants, ils sont terrifiés. Ils assistent à des rafles. Certaines nuits, il y a des bus qui viennent, des policiers qui appellent des enfants. Les enfants qui partent dans ces bus, ils ne les revoient jamais. Et leurs parents, ils les ont jamais revus. Donc, ils sont pas... voilà, si quelqu'un fait une tentative d'évasion et qu'il est repris, bah, on l'envoie à Drancy. Pareil, il revient pas. Donc, c'est un régime de terreur comme ça, tacite. Mais ça m'a mis du temps. Voilà, c'est pas carcéral, mais c'est très pervers. Et au milieu de ça, il y a cette histoire de sœur Kaminski qui décident entre elles qu'elles vont s'évader. Voilà. Mais ça,
Et ça m'a tenu en haleine, en fait, de comprendre, parce que les sœurs Kaminski, elles ont 7, 10, 13 ans au moment de l'évasion. Et des enfants s'évadent. Des enfants sont... Voilà, dans le système administratif, l'UGIF, donc que des personnes juives qui sont censées gardienner les enfants juifs. Il y a des gens très vite qui mettent en place des réseaux d'évasion, qui disent... Alors, souvent, ça s'appuie sur des chances de l'enfant de s'en sortir en dehors du simple réseau, quoi. Donc, on sait qu'il y a une tante ou un proche qui peut être à la campagne, un moment, le bon moment pour trouver le passeur, et hop, là, on se réussit à faire ça. Il y a des moments spectaculaires. Par exemple, un pasteur, un jour, avec d'autres adultes qui décident d'utiliser leur droit de visite pour, en fait, il y a 60 enfants d'un coup qui ne reviennent pas. Donc, il y a des réseaux, mais les petites Kaminski, c'est spontané. Voilà. Il y a leur père, parce que côté Corman, et ça explique beaucoup la bifurcation des destins. Côté Corman, mon grand-oncle et sa femme sont tous les deux déportés et morts en juillet 42. Avec la mère des sœurs Kaminski, dans la même rafle, mais le père Kaminski, il a réussi à passer en zone libre et à échanger des lettres avec ses filles. Donc ça les tient en espoir. Mais en fait, toute l'évasion, c'est les petites filles s'organisent. Surtout la grande sœur. Voilà. Mais vraiment, bon, voilà. Mais elles ont été obstinées à un point. Et alors, dans les documents, je vous parlais du désespoir des archives administratives, mais je suis aussi tombée sur le journal d'évasion d'André. C'est fou, quoi, parce qu'elles sont surveillées. Donc, non, elle est tellement obstinée que pendant qu'elle est à Vauclin, tous les soirs, elle écrit « Je m'évaderai ». Voilà. Et aujourd'hui, j'ai essayé ça. On s'est retrouvés à la station de métro Blanche et mes petites sœurs ne sont pas arrivées. Mais demain, je recommencerai. Voilà. Donc ça, c'était un souffle incroyable, quoi, pour cette histoire. Et finalement, on se rend compte, en vous lisant, qu'elles se sont côtoyées, que pendant donc les Corman et les Kaminski, les 6, que pendant une période finalement assez courte de 7-8 mois, je crois, c'est ça, 7 mois. Vous parliez du rapport au temps, mais je pense que pour elles, ça a dû être peut-être plus, ça leur a paru peut-être plus long. 7 mois pour des toutes petites filles, sans leurs parents. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de me représenter. Mais après aussi, en fait, il y avait une espèce de gouffre. Et ça m'a terrifiée. Parce qu'il y a le gouffre entre la période commune, de presque sœurs, où elles sont raflées, mises en prison ensemble à la prison de Montargis. Ensuite, installées au camp de Beaune-la-Rolande. Ensuite, à Paris, la Marque, tel et tel foyer, où elles se retrouvent, elles se requittent. Mais en gros, elles sont 7 mois, les 6 ensemble. Et ça, c'est le temps du témoignage. C'est le temps dont les petites Kaminski peuvent dire, voilà, on était là, on était ensemble, etc. Et ça semble déjà énorme, parce que c'est une telle période de terreur partagée. Mais en fait... Et ben ensuite, il n'y a plus de témoins des petites. Alors, ensuite, c'est comme l'écrasement de la perspective dont je vous parlais entre la mort des parents et la mort des petites Corman, que je mettais ensemble alors qu'il y avait 2 ans. Et ben entre l'évasion des petites Kaminski et la mort des petites Corman, il y a encore plus d'1 an. Et ça, c'était comme... c'était imaginer qu'elles étaient seules à mourir, quoi. Vraiment... il y avait plus pour cette période-là où elles sont à Saint-Mandé, les petites Corman, jusqu'à leur rafle et leur déportation, il y a même plus de
de regards amis c'est énorme, quoi. Encore une fois, la petite Henriette. Donc on a 6 lettres. On a 6 lettres des petites Corman. Quelque chose qui atteste de leur solitude, c'est que il y en a une. On a 6 lettres plus une. Une qui est adressée à mes grands-parents, qui sont exilés en Suisse, pour dire papa et maman étaient déportés, enfin, ont été arrêtés. Et après, en fait, une fois que mes grands-parents sont en Suisse, elles ont plus d'adultes à qui s'adresser. Donc, elles écrivent 6 lettres à des amis de leurs parents qui sont restés à Montargis et qu'on n'a pas retrouvés. Donc, c'est pour dire à quel point, bon voilà, c'était leur référent adulte, alors qu'elles ne pouvaient plus s'adresser à leurs parents, ni à leur oncle et tante, ni voilà. Et donc, dans ces 6 lettres qui sont étalées dans le temps, entre première arrivée au foyer de la Marque et ensuite à Saint-Mandé, il y a la première, on voit bien que la petite, c'est une grande sœur qui est assignée à sa place. Et dans la dernière lettre, on voit bien que elle a écrit son nom toute seule. Mais voilà, c'est 2 ans énormes, quoi, pour ces petites filles. Je me suis posé la question, on voit dans cette période, justement, à un moment donné, comment s'appelle-t-elle, Jeanne Montefiore, qui est une autrice, une vraie personne, oui. Autrice jeunesse, Oui. voilà, qui raconte des histoires aux enfants, enfin qui les emmène. Et puis alors, il y a deux personnages, j'imagine aussi, qui ont réellement existé. Le docteur Benjamin Veil-Allais, qui est tout à fait différent du colonel Edmond Kahn, qui dirige, je crois, le centre de la Marque, de manière différente, parce qu'ils font partie, ce sont des cadres de l'UGIF, hein, donc de l'Union. Voilà, il y a toute cette... Voilà, vous avez évoqué aussi au passage ces personnalités, cette autrice jeunesse qui emmène les enfants. Il y a un côté conte, un moment aussi dans le livre, je sais pas, on peut le dire aussi, peut-être, je sais pas. Il y a un mélange comme ça. Vous arrivez à aborder. Oui, je me suis demandé ce qu'elle lisait. Certaines histoires sont comme des forêts. Le but est d'en sortir. Ouais. La citation en bandeau du livre. Et, ouais. Voilà, du coup, parfois, on part dans l'imaginaire, sur le conte. Ouais. Sur j'ai pensé en lisant le passage tout à l'heure sur la dinette et le fait d'avoir des choses à sa petite main. Il m'est revenu que j'avais pensé à Boucle d'or en écrivant ce passage et il y a beaucoup de contes qui sont revenus, comme quand j'ai pensé à Hansel et Gretel, parce que à cause de la sombre forêt où on envoie ultimement tous ces enfants. Et donc oui, il y a des adultes qui sont là, et c'est des personnages que j'ai découverts à la fois par la voix des sœurs Kaminski, elles se souvenaient de ces personnes, et les livres d'histoire, ou les articles. Et alors, Jeanne Montefiore, qui finit par être déportée, assassinée, c'est une personne qui s'est retrouvée, une femme assez âgée, qui se retrouve dans le camp de Beaune-la-Rolande. Alors, au moment où les petites sont à Beaune-la-Rolande, il n'y a plus beaucoup de personnes internées, mais c'est un lieu avec des souvenirs. C'est comme si ils étaient envoyés en enfer, parce que, en fait, quelques jours avant que les petites et Jeanne Montefiore et d'autres internés qui subsistent là y soient, c'est là qu'on a déversé toutes les personnes raflées du Veldiv pour ensuite les ramener à Paris et les tuer. Mais pendant quelques jours, il y a eu là des milliers de personnes dans des conditions d'insalubrité totale, avec un moment où on a séparé les parents des enfants.
toutes les personnes raflées du Val d'Ive sont arrivées à Baudelaire-Rolande. Puis, on a ramené les adultes à Drancy. On les a déportés, puis les enfants. Donc, c'est un lieu et elles arrivent après. On leur dit pas ce qui s'est passé. Mais, voilà. Donc, imaginez ce que ça a été de vivre dans ces baraquements à quelques jours de ça. Et Jeanne Montefiore est là. Et elle décide d'agir au moins sur une chose qui semble, je pense, qui doit lui paraître en son pouvoir, c'est de s'occuper de l'ennui des enfants. Donc, tous les jours, elle vient les voir, elle les emmène se promener et elle leur raconte des histoires. Et ça, vraiment, c'est... Et alors, ça a dû quand même jouer parce qu'elle raconte dans leur mémoire que Jeanne Montefiore, elle aimait bien raconter des histoires d'évasion. Donc des choses un peu picaresques, quoi, avec des charrettes, des choses. Mais donc on se dit que elle a dû leur souffler des choses peut-être à ce moment-là. Voilà. Quant à Veil Allais et le colonel Kahn, donc 2 hommes qui sont en charge des enfants internés. Alors, j'avais une documentation qui n'était pas... Il y a plein de zones d'ombre, mais ça m'a servi à raconter une chose, en fait. Donc, l'UGIF, c'est un monstre créé par Vichy. Avec le statut des Juifs, on abolit toute la vie culturelle, associative, cultuelle juive, et tout est remplacé par une seule superstructure uniforme qui s'appelle l'UGIF, qui est censé administrer, surveiller, s'occuper des enfants orphelins. Et donc on a beaucoup... c'est très dur de savoir... alors l'UGIF, c'était un organe collaborationniste où c'était ce genre de monstre créé dans ce moment-là. Beaucoup de personnes se sont senties piégées. Voilà. S'ils refusaient de organiser tout ça, on les envoyait à Drancy. Et après, il y a aussi ceux qui ont dit, voilà, je suis là, je vais m'occuper, tant que je peux faire quelque chose, de faire évader les enfants, voilà. Donc, c'est un endroit comme ça très, très ambigu. Et donc, je tombe sur ces 2 figures quasiment opposées, quoi. Donc, d'un côté, un ancien militaire, le colonel Kahn, qui a en charge le principal lieu d'internement des enfants juifs à Montmartre, et qui oppose manifestement aucune résistance au fait d'envoyer des enfants tel ou tel jour vers Drancy, vers un autre foyer. Et à côté, quelqu'un qui a pas un rôle fonctionnel, mais qui est dans l'administration du GIF, qui a été déchu de son métier. En fait, c'est une grande figure, Veil Allais. C'était un grand patron des hôpitaux de Paris qui a été mis à la porte du jour au lendemain et donc il se met à faire de la médecine de ville. Il est déjà assez âgé et dans un désarroi complet, quoi, vis-à-vis de qu'est-ce qu'il peut faire. Il voit passer ses enfants qui sont parfois quand ils reviennent de Drancy, ils sont pouilleux, affamés. Il y a des enfants anorexiques. Enfin, donc il voit des choses, je pense, qui le marquent et il se met à organiser l'évasion d'enfants à sa mesure. Donc comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a une personne de confiance, un proche, petit à petit, voilà. Donc c'est pour dire... sur les histoires de juste ou collaborateur, ces moments où on ne sait pas quelle est la capacité d'action de chacun, c'est dur de juger. Mais si on prend ces 2 personnes, c'est dur de juger, mais
il y a aussi des personnes qui ont agi de façon tout à fait opposée. On va peut-être, vous passer la parole. Avez-vous des questions pour Chloé Corman? Remarques, réflexions? Oui. Oui, elles ont... voilà, mais on s'est parlé beaucoup, et ça, j'en parle aussi dans le livre, en fait, de la rencontre entre les Kaminski et mes fils. Mais il y a une... et... oui, et aussi de tout ce que ça signifiait d'être en train d'écrire cette histoire en présence de mes enfants. Enfin, au bout d'un moment, je me suis dit, autant qu'ils sachent ces histoires-là, ils vont les côtoyer quoi qu'il en soit, et puis autant qu'il y ait mes mots et qu'on puisse un jour en parler. Mais donc, elles ont rencontré mes fils, et aussi, pour vous répondre autrement sur les survivants et les témoins et les rencontres, c'est vrai que d'accompagner ce livre, c'est comme s'il se continuait aujourd'hui. Il y a des moments assez bouleversants parce que en fait, il suscite des témoignages. Il y a eu un jour, c'était il y a 3 semaines, où je suis allée parler au mémorial de la Shoah. Et en fait, quand j'ai fini de parler, il y avait plusieurs personnes, et c'était comme une archive immédiate, quoi. Il y a plusieurs vieilles personnes qui ont témoigné, qui étaient des anciens enfants internés de l'UGIF, qui ont parlé au micro ou qui sont venus me voir, au moins 4. Je sais pas, peut-être que si. Voilà. Récemment, il y a une dame qui m'a contactée. Au foyer de Saint-Mandé, il n'y a presque pas de survivante, mais sa mère. C'était un tout petit foyer, le dernier foyer de mes cousines. Elle m'a dit, ma mère est la petite fille à côté d'Henriette sur la photo. Et elle avait réussi à s'échapper. Voilà. Donc ça, c'est une continuation assez bouleversante du livre. Oui, on n'a pas parlé, on a un petit peu parlé du hasard, mais c'est vrai qu'il y a aussi dans le livre, à un moment donné, l'apparition c'est Géraldine, je crois, une amie photographe. J'en dis pas plus parce qu'on va laisser, mais c'est vrai que ça c'est aussi intéressant. Il y a plusieurs moments comme ça. Y a-t-il un hasard? C'est vous qui disiez au début. Donc, est-ce que le hasard? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, voilà. Mais c'est intéressant parce que dans le roman, il y a ce thème aussi. Je disais sur le présent, voilà. Sur la possibilité d'organiser l'évasion. Il faut croire à la chance aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On va passer à la dédicace. Les Presque Sœurs de Chloé Corman est paru aux éditions du Seuil en 2022. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 6 octobre 2022 à la librairie Ombre Blanche, mise en onde et enregistrée par Radio Radio.